Bienvenue à tout le monde. Donc, ce webinaire portera sur le thème de stratégie digitale pour la supply chain. Donc, il sera animé par professeur Amin Charbin. Donc, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Amin. Donc, Monsieur Amin est professeur en génie industriel à l'École de technologie supérieure de Montréal, auquel je vous donne la parole. Merci Nadia. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors encore merci pour Nadia pour cette invitation. Alors, je suis très content et honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Il faut dire que c'est vrai que je suis à Montréal, mais aujourd'hui je suis à Tunis. Donc, je suis de retour il y a 2 jours à Tunis. Alors, sans plus tarder, donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est communément connu sous le nom supply chain. Donc, on parle beaucoup de l'acronyme le plus utilisé dans l'entreprise et même dans la pratique. Même dans le monde universitaire, on parle de supply chain. Donc, vous allez entendre parler beaucoup de supply chain ce matin. Et bien sûr, j'utiliserai parfois le terme chaîne logistique pour parler vraiment de supply chain, ou parfois aussi j'utilise le terme chaîne d'approvisionnement, parce que souvent, la première étape pour activer un peu le flux dans la chaîne d'approvisionnement ou la chaîne logistique, le flux au niveau de l'approvisionnement. Alors, comme mentionné par Mme Nadia, je suis professeur au département de génie des systèmes à l'École de technologie supérieure à Montréal, qui fait partie de l'Université de Québec. Je fais partie aussi je suis membre de plusieurs organisations, entre autres l'UCIRELT, qui est le plus grand centre de recherche au Québec sur le domaine de la logistique et l'ingénierie des réseaux logistiques et de transport. Je suis également membre du centre de recherche SURA, qui est un centre de recherche spécialisé en opérationnalisation et développement durable, qui est un sujet aujourd'hui d'actualité. Et aussi, je suis membre fondateur du réseau Innovation 4.0, qui est le regroupement de plusieurs universités au Québec qui aborde la problématique de l'industrie 4.0 qu'on va parler ici. Donc, je suis de formation de base ingénieur en génie industriel, donc comme votre département, à l'INIT en 2002. Bien sûr, avant d'atteindre ou d'atterrir un peu à Montréal pour faire mon doctorat en génie industriel, principalement en génie logistique, je suis passé par plusieurs phases. Entre autres, j'ai travaillé ici à Tunis comme ingénieur en logistique et système d'information. J'ai fait des études de master en logistique et système aussi en France, à l'École nationale, au Conservatoire national des arts et métiers. Et aujourd'hui, je pense que ça fait une dizaine d'années que je suis actif dans le domaine de recherche. Donc, je vais passer cette étape-là et pour aller parler beaucoup plus du sujet d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer ma présentation, j'ai quelques questions quiz ce matin pour vous. J'espère que je vais avoir peut-être quelques réponses. Et vous pouvez activer votre micro pour répondre. Savez-vous aujourd'hui quelle est l'entreprise qui a la plus grande capitalisation boursière en 2020? C'est quelqu'un dans l'audience qui connaît un peu la réponse à cette question? Non? Aucune personne? OK. Je passerai à la deuxième question. L'homme le plus riche au monde? Non? Ça vous dit rien? OK. Bezos. Bon, c'est pas grave. Donc, Bezos, oui, c'est ça. Jeff Bezos. Alors, pour la première question, qui est la plus grande entreprise qui a la plus grande capitalisation boursière aujourd'hui, c'est Apple. Donc, avec 2244 milliards de dollars. Donc, je pense qu'on dépasse 10 fois ou 20 fois le budget du gouvernement tunisien. Et vous voyez un peu dans l'ordre, après, vous avez la compagnie Saudi Aramco, donc tout ce qui est industrie de pétrole. Après, troisième position, vous avez Microsoft. Et enfin, vous avez à la quatrième position Amazon. Et si je continue par rapport à la deuxième question, l'homme le plus riche au monde aujourd'hui, c'est Jeff Bezos, d'ailleurs, qui va voyager bientôt pour un voyage touristique à l'espace, dans l'espace dans les prochains jours, et qui est le fondateur d'Amazon. Ah, pourquoi je pose des questions? C'est assez intriguant comment une compagnie comme Amazon se trouve dans la quatrième position,
et comment Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, Amazon, finalement, on va se rendre compte, c'est une chaîne logistique. Ils font rien que gérer la logistique. Ils se retrouvent à la première position au monde. Donc, c'est intriguant et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que la logistique ou la chaîne d'approvisionnement ou la supply chain joue un rôle important pour la richesse, je dirais, des entreprises, mais aussi pour la richesse des personnes. Donc, les compagnies qui s'investissent dans ce domaine-là peuvent faire des miracles et c'est ce que Jeff Bezos a fait. Alors, si je rentre un peu dans les détails de la chaîne d'approvisionnement d'Amazon, qui finalement c'est une supply chain standard, hein, si vous regardez le concept de base de la chaîne d'approvisionnement, il y a des produits qui sont disponibles sur le net, donc vous connectez sur Amazon, vous commandez vos produits et vous allez les recevoir pour les prochains jours. Donc, idéalement, c'est la journée même si c'est possible et c'est rendu quelque chose de faisable aujourd'hui. Si vous commandez aujourd'hui votre produit, après quelques heures, le produit sera livré chez vous à temps et avec la qualité que vous avez demandé. Ça, donc, comme je l'ai mentionné, c'est très important de comprendre qu'une compagnie comme Amazon, qui est rendue la 4e position au niveau de la capitalisation boursière, si on regarde son modèle d'affaires principalement au niveau global, et si on regarde vraiment parmi les activités les plus importantes au niveau de leur entreprise, c'est quoi? On voit que c'est, premièrement, vous avez le développement, le design et l'optimisation, donc ce sont des activités clés dans l'entreprise, et aussi la planification et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le supply chain et la logistique. Donc, c'est vraiment parmi les 2 activités les plus importantes, ce qui vous montre un peu vraiment l'importance de l'activité supply chain, surtout dans les années futures. Et bien sûr, si on regarde un peu la vision de l'industrie par rapport à la supply chain, donc pour les prochaines futures, on parle beaucoup aujourd'hui de la supply chain 4.0, qui est une vision beaucoup plus, je dirais, un parallèle qu'on fait actuellement avec l'industrie 4.0, avec tous les développements technologiques autour de ça. Alors, ces développements technologiques, finalement, comment ils vont influencer le développement de la supply chain? Et donc, si vous essayez de voyager un peu dans le temps, et c'est ce que je dirais Amazon a essayé de faire, c'est comment rendre la chaîne d'approvisionnement ou le supply chain beaucoup plus intelligente, beaucoup plus digitale, et ça va se traduire par plusieurs activités. Si vous prenez l'exemple de l'entrepôt en lui-même, donc l'entrepôt qu'on connaît, l'entrepôt standard, on va trouver des gens qui vont, des opérateurs qui vont déplacer les palettes à l'intérieur de l'entrepôt. Donc, ça fait partie de l'histoire, je dirais, dans plusieurs entrepôts d'Amazon. Donc, aujourd'hui, la majorité des entrepôts d'Amazon sont des entrepôts complètement automatisés. Vous allez avoir des drones, vous allez avoir des systèmes automatisés, des robots qui vont traiter les commandes. Et même si on veut pousser un peu cette réflexion au niveau de la supply chain 4.0, même tout ce qui est transport, donc vous allez avoir des véhicules autonomes qui vont déplacer les produits du point A au point B. Avec l'aide des drones, on va faire la livraison de certains colis en temps rapide. Et donc là, on réussit un peu à augmenter l'efficacité et le temps de réponse au niveau des livraisons. Je dirais même au niveau du marketing, ça change complètement. On essaie de changer complètement la livraison de ces produits-là. Aujourd'hui, on essaie d'utiliser le marketing digital, donc essayer de cibler certains clients qui ont peut-être allé sur le site ou à travers des publicités, ils ont consulté certains produits et ils n'étaient pas sûrs vraiment de commander le produit. Alors, ce qu'on va pousser, c'est qu'étant donné que le camion qui va sortir pour la livraison des produits, puis on a de l'espace, on va envoyer une information pour le client dire si vous commandez maintenant, vous allez avoir 5 ou 10% de discount ou de rabais sur le produit. Donc, pour l'inciter à les commander et remplir la capacité du camion. Et donc, finalement, c'est win-win. Le client est gagnant, l'entreprise est gagnante. Alors, cette réflexion-là qu'on fait au niveau de la supply chain 4.0, la supply chain numérique digitale, il y a 3 critères ou 4 critères importants qui vont driver un peu cette réflexion-là. Le premier critère, c'est l'agilité.
Alors, comment rendre la chaîne et les décisions le plus agile possible. Donc, essayer d'être rapide un peu dans ces décisions-là. Et aussi, la flexibilité, comment être capable de changer les produits, surtout au niveau de l'industrie, donc au niveau de la production, comment on est capable de briser un peu cette notion de taille de l'eau qu'on connaît pour aller chercher de l'économie d'échelle. Donc, ça, c'est quelque chose aussi important au niveau de la chaîne logistique. Ah, ce serait intéressant de produire un seul produit à la fois et le livrer. Et on sait que ça va être impossible dans certains cas. Et le plus qu'on va avoir cette possibilité de le faire, le plus que c'est bon. Vous avez aussi le critère de vélocité, donc comment rendre un peu la livraison très rapide. Dès que vous allez placer la commande de votre produit, on vise un délai de livraison qui est connu d'avance, peut-être un jour. Et là, toute la chaîne logistique, toute la supply chain doit s'organiser pour le faire. Bien sûr, pour être capable de le faire, on doit avoir de la visibilité tout au long de la chaîne, du client jusqu'au dernier fournisseur. Et ça, bien sûr, c'est pas possible si on n'a pas des stratégies digitales ou des stratégies numériques qui sont mises en place au niveau de la chaîne d'approvisionnement ou la chaîne logistique pour le faire. Alors, ça, c'est ma vision ou la vision de plusieurs organisations comme McKinsey. Et pour atteindre ça, bien sûr, il y a plusieurs étapes. Et l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est justement d'aller voir un peu comment ça se passe au niveau du détail. Donc, essayer d'avoir une première explication de certains principes de base pour être capable d'avoir ou atteindre ces objectifs-là. Donc, rapidement, le plan de la présentation, il y a 4 éléments que je vais aborder avec vous rapidement aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas d'un cours sur la supply chain. Donc, c'est vraiment des concepts importants pour pouvoir élaborer par la suite. Et je vais vous expliquer aussi un projet que j'ai mis en place avec un partenaire industriel pour vous donner comment on a appliqué ces concepts-là pour aider l'entreprise à atteindre une stratégie numérique dans le secteur de recyclage. Alors, rapidement, quelques définitions. Peut-être vous connaissez déjà ça, peut-être non, mais principalement, c'est quoi une chaîne logistique? C'est finalement un réseau d'entreprises. Il y a plusieurs entités qui vont faire partie de la chaîne logistique. Vous avez les clients, vous avez les entrepôts, vous avez des warehouses, vous avez des usines qui vont transformer les produits. Ça peut être des sous-traitants aussi, ça va être ce qu'on appelle aussi les prestataires logistiques qui vont aider beaucoup les entreprises pour livraison des produits ou pour l'approvisionnement de leurs produits. Et enfin, vous avez le dernier élément dans la chaîne, c'est souvent les fournisseurs, mais je pense que les fournisseurs aussi sont de plus en plus importants et je pense que vous avez vécu ça à travers la pandémie aujourd'hui, c'est que toute la chaîne logistique, toute la supply chain peut s'arrêter si un des fournisseurs qui fournit certains composants de sur la chaîne d'assemblage est arrêté à cause que finalement, il y a eu un arrêt de production suite au COVID. Alors, vous allez voir qu'il y aura plusieurs retards et je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui sont en train de vivre ça. Alors le résultat de ce regroupement, le résultat de cette mise en place de plusieurs entités qui collaborent ensemble, ça amène le développement de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est le supply chain. Donc, la supply chain ne s'arrête pas vraiment à l'entreprise, mais ça va aller directement voir qu'est-ce qui se passe au niveau amont. Donc, vraiment, au début, de l'approvisionnement des matières premières de base, qui vont par la suite être livrées à un niveau 2 de fournisseurs. Par la suite, on va aller livrer à un niveau 1 de fournisseurs jusqu'à l'usine d'assemblage. Et enfin, ça va être livré vers des magasins de détail que eux-mêmes ou des entrepôts qui vont livrer vers les clients. Donc, vous voyez que la chaîne logistique devient de plus en plus complexe avec le nombre important de partenaires autour de la table. Et un des enjeux majeurs, surtout au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau de la chaîne logistique, c'est comment collaborer tout ce beau monde. Et si je prends un exemple, ici, vous avez un automobile, une voiture, vous avez quelques centaines de pièces qu'il faut assembler. Ces pièces-là sont localisées géographiquement dans plusieurs endroits. Et là, il faut réussir vraiment à atteindre et répondre aux besoins des clients en essayant de synchroniser tout le flux de la chaîne logistique, de la supply chain, pour atteindre cet objectif. Bien sûr, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a une importance au niveau des partenaires. L'entreprise par elle-même ne peut pas faire tout ça. Donc, on a besoin de s'associer avec des partenaires logistiques
ce qu'on appelle les Third Party Logistics, les 3PL. Alors, c'est les partenaires logistiques qui vont nous aider un peu dans cette mission-là. Donc, d'où l'importance d'avoir les bons partenaires pour réussir un peu cette mission-là. Alors, le choix de partenaire, c'est pas juste un partenaire qui va vous donner qui va vous aider vraiment à livrer un produit, mais aussi va vous aider à réfléchir un peu sur la stratégie numérique parfois. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si plusieurs entreprises qui font du commerce électronique vont être capables de vous offrir la traçabilité de vos produits, quand est-ce que le produit va être livré, à quel moment, par quel transporteur, par quelle compagnie, puis parfois on vous envoie un message 1 heure ou 2 heures à l'avance pour vous dire votre produit va être livré dans les prochaines heures. En tout cas, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Alors, ça, c'est le travail de quoi? C'est le travail de partenariat entre les collaborateurs de la chaîne logistique. Alors, pourquoi on fait tout ça? Ben, l'objectif, c'est premièrement créer de la valeur. Souvent, quand je pose la question à mes étudiants, je leur demande, c'est quoi l'objectif? Pourquoi on met en place une chaîne logistique? Ils vont me dire, on va créer du profit, on veut générer du profit. Oui, c'est vrai qu'on veut générer du profit, mais ce n'est pas avec une seule perspective d'entreprise. C'est-à-dire que le profit, ça va être partagé entre les différents partenaires. Quand est-ce qu'on parle de profit? Quand vous avez une seule entité, une seule entreprise. Alors, dans le contexte de chaîne ou de supply chain, vous avez plusieurs entités, plusieurs entreprises, donc on parle de valeur. Donc, cette valeur-là, c'est comment partager tous ces revenus-là qu'on va générer et surtout le profit qu'on va générer entre les différents partenaires de la chaîne logistique. Donc, n'oubliez pas ça, une chaîne logistique, son objectif principal, c'est pas juste générer vraiment des profits en réduisant vraiment les coûts et générer plus de revenus, mais il faut que ces revenus-là soient partagés de façon adéquate entre les différents partenaires pour s'assurer de la viabilité. Et je vous donne un exemple réel. Donc, une entreprise à Montréal qui fabrique des moteurs d'avion, sans donner son nom. Alors, elle s'associe avec des fournisseurs pour la fabrication de ces composants et elle va aller jusqu'à même financer ces fournisseurs-là pour s'assurer que la qualité de ces composants qui sont fabriqués par ces fournisseurs au Mexique ou en Inde ou dans les pays en Europe, dans d'autres pays en Europe, on va financer ces entreprises-là pour les aider à atteindre un niveau de qualité. Donc, vous voyez que ce que l'entreprise mère, c'est-à-dire qui fabrique des moteurs d'avion, elle investit une partie de son argent pour augmenter le niveau de qualité ou le niveau de la performance de ses partenaires. Et ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par éviter les problèmes de qualité qui peuvent arriver jusqu'à la chaîne de montage du moteur d'avion. Et finalement, on va avoir des problèmes de moteur d'avion. Et donc, c'est toute la livraison du moteur d'avion qui va être compromise. Donc, vous voyez, l'idée ici, c'est de pouvoir collaborer pour atteindre cet objectif. Alors, bien sûr, dans tout ce processus-là, il y a des décisions que l'entreprise ou la supply chain doit prendre. Et parmi les décisions les plus importantes, on parle de décisions de conception ou de planification des opérations en lien avec la supply chain. Bien sûr, ces décisions-là vont avoir un impact et on va voir plus tard, un peu à la fin de la présentation, le plus que ces décisions soient rapides à prendre, le plus que ces décisions soient efficaces, le plus que ça va être intéressant pour la chaîne ou la supply chain. Alors, quels sont ces différents niveaux de décision qu'on retrouve? Excusez-moi, je pense qu'il y a une question. Est-ce qu'il y a une question, Nadia? Non, c'est pas. Ah, OK. Alors, donc là, comme j'ai dit, pour générer du profit et créer de la valeur pour la chaîne logistique, il faut prendre des décisions. Et on va voir plus tard que la plupart des stratégies digitales que l'entreprise met en place, l'objectif principal, c'est d'accélérer cette prise de décision. Mais avant de comprendre comment on va les accélérer, on va voir quelles sont ces décisions-là. Alors, il y a plusieurs façons d'organiser un peu ces décisions-là. En tout cas, la façon la plus standard qu'on retrouve un peu, que ce soit dans les entreprises ou même dans la littérature, c'est qu'on divise ces décisions-là en 3 niveaux. Vous avez le niveau stratégique, le niveau tactique et le niveau opérationnel. Alors, c'est quoi la différence entre ces différents niveaux? Quand on parle de niveau de décision stratégique, donc clairement,
on est dans les stratégies. Donc, on est dans le long terme. Alors, c'est ça qu'on veut quand on va parler de stratégie de supply chain. On va essayer de concevoir cette chaîne-là. Et donc, quand on parle de conception, ça peut être la localisation de ces centres de distribution. Ça peut aussi représenter des technologies qu'on va investir. Donc, quels sont les systèmes qu'on va mettre en place. Il y a aujourd'hui, en tout cas, j'ai participé avec plusieurs projets dans des entreprises montréalaises aujourd'hui et qui vont investir des millions de dollars pour rendre leur entrepôt complètement automatisé parce qu'ils veulent accélérer le traitement de commandes qui devient de plus en plus critique, surtout pour le commerce de détail. Donc ça, c'est une décision stratégique parce qu'on parle d'un investissement de plusieurs millions de dollars et c'est quelque chose qui va rester pour les 5 au moins 10 prochaines années. Donc, parmi ces décisions-là, la localisation des entrepôts. Alors, si vous voyez ici aujourd'hui Tesla qui fabrique des voitures électriques, aujourd'hui, Tesla vient juste de lancer un nouveau site de production en Allemagne. Et donc là, on parle de problème de localisation d'usine. Alors, avant que Tesla décide d'implanter une nouvelle usine, elle a pris vraiment du temps à analyser quelle est la localisation de ces sites-là. Alors, sans parler trop de détails, aujourd'hui, comme j'ai dit, l'objectif, ce n'est pas de vous donner un cours, mais vous donner quelques aperçus sur ces décisions-là. Bien sûr, donc, dans ce processus-là, on a besoin d'outils numériques qui vont nous permettre de simuler certaines localisations et avoir l'évaluation de cette performance de chaîne logistique en fonction de la localisation. Donc, si je veux livrer mes clients un peu partout dans les régions, où est-ce que je dois localiser, par exemple, un seul centre de distribution pour livrer tous ces clients? Le deuxième niveau de décision, on parle de décision de planification tactique. Et à ce niveau-là, on parle de décision à moyen terme, donc quelques mois. Souvent, on parle de plan industriel et commercial, donc basé sur des prévisions. Oui, j'ai oublié de vous dire que l'inconvénient quand on prend des décisions stratégiques, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Parce que vous devez planifier 5 prochaines années alors que vous n'avez pas une idée sur la nature de la demande qui va arriver dans les prochaines années. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors que quand on passe à la planification tactique, on a moins d'incertitudes parce qu'on est peut-être capable de prédire les ventes pour les prochains mois, donc avoir une prévision de la demande. Et là, on va utiliser des technologies, surtout des systèmes ERP, des systèmes de logiciels de gestion intégrés, qui vont essayer d'utiliser des données historiques, puis on essaie de préparer un plan industriel et commercial, donc quelles sont les quantités que je vais produire. Et bien sûr, ces décisions-là vont me permettre de décider quels sont les produits que je vais sous-traiter, combien je vais produire par mois. Donc, analyse de capacité de production et comment essayer de s'assurer que j'ai assez de capacité pour livrer ce que j'ai prévu dans les prochains mois. Puis enfin, vous avez les décisions de niveau opérationnel. Donc là, on parle de quelques jours, mois, semaines. Souvent, vous allez planifier avec des commandes fermes. Donc, on n'est plus vraiment dans l'incertitude. On n'utilise pas des prévisions pour planifier le niveau opérationnel, mais on utilise des commandes. Donc, vous avez des clients qui vous contactent et ils vont placer des commandes et votre rôle, c'est ici comme planificateur ou comme responsable de la chaîne logistique, comment livrer ces produits-là jusqu'au client. Alors, une fois qu'on a pris toutes ces décisions ensemble, donc que ce soit les décisions stratégiques, tactiques ou opérationnelles, donc vous voyez qu'on se retrouve ici face à un réseau logistique, une chaîne d'approvisionnement, une supply chain qui est assez globale, où vous allez avoir beaucoup de flux, donc surtout si vous allez gérer plusieurs familles de produits, plusieurs produits. Alors, ce réseau logistique est très complexe à gérer et donc vous allez avoir besoin d'outils. Donc, aujourd'hui, donc en 2021 et même les 10 dernières années, il y a plusieurs entreprises qui ont dû mettre en place plusieurs technologies, plusieurs efforts au niveau de la digitalisation donc, de l'entreprise, de la chaîne d'approvisionnement, de la supply chain, pour essayer de résoudre cette complexité. Alors, le point de départ pour pouvoir résoudre ce problème-là, je dirais, penser à réfléchir à mettre en place, je dirais, un réseau logistique
efficace, une supply chain efficace, il faut savoir qu'est-ce que vous devez mesurer. Quels sont les critères de performance que vous allez gérer, que vous allez utiliser pour mesurer la performance de votre supply chain. Parce que vous ne pouvez pas se lancer dans une stratégie de digitalisation de l'entreprise ou de votre supply chain sans savoir quels sont vos objectifs. Et donc, c'est très important de ramener ça à un cadre de mesure de performance. Chaque supply chain va définir ses objectifs. Alors, ces objectifs-là vont se traduire par des KPI, donc des métriques de performance. Mais ce qui est standard dans une supply chain, c'est que les entités ne changent pas. Vous allez avoir des sites, vous allez avoir des stocks, vous allez avoir des transports, vous allez avoir un système d'information à mettre en place, vous allez avoir à mettre en place des stratégies d'approvisionnement chez les fournisseurs et les sous-traitants, et vous allez avoir une stratégie de marketing. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de travailler en tant qu'ingénieur en logistique ou ingénieur en opération logistique, en génie industriel. On a besoin d'avoir des connaissances un peu des stratégies de marketing parce que ça va avoir un impact sur comment vous allez organiser votre structure de chaîne logistique et comment vous allez réorganiser la stratégie digitale de l'entreprise. Alors, parmi les critères de performance, bien sûr, ils sont nombreux, mais juste pour vous donner une idée, quand on parle de cadre de mesure de performance, ça veut dire quoi? Donc, je peux établir, par exemple, le coût. Donc, c'est un de mes critères de performance. Donc, si je veux mettre en place une stratégie digitale, si je veux digitaliser certaines parties dans la chaîne d'approvisionnement, il faut savoir que mon critère va être le coût, par exemple. Ou je peux avoir un autre critère qui est très important, qui est la réactivité. Donc, si je veux avoir des livraisons rapides, qu'est-ce que je vais faire? Comment rendre une chaîne logistique plus efficace et en même temps plus réactive, pour répondre mieux aux besoins des marchés. Alors, le challenge dans tout ça, c'est que vous allez voir, comme vous voyez ici sur la courbe, ce qu'on appelle la courbe de Pareto. Alors, vous voyez que si vous essayez d'améliorer un critère, donc si je veux réduire les coûts, donc vous voyez que je vais dans cette direction-là, donc les coûts sont moins importants. Alors, vous voyez que la réactivité de la chaîne va être réduite. Et un bon exemple de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est par exemple les pâtes. Dans l'industrie des pâtes, vous allez avoir que les pâtes sont livrées directement chez les détaillants, puis le client il va aller sur les tablettes puis acheter les pâtes. Alors, ce qui est très difficile, c'est de personnaliser un peu les pâtes et donc avoir des pâtes spécifiques avec des ingrédients spécifiques. Alors, si vous voulez avoir des pâtes spécifiques, peut-être vous allez devoir attendre, peut-être vous allez avoir les personnalisées, commandées, et c'est là où le temps va augmenter. Alors, le fait qu'on vise moins de coûts, donc c'est ça qui introduit ce qu'on appelle la notion d'économie d'échelle. Et donc, pour réduire un peu les coûts, on a besoin vraiment, malheureusement, de réduire un peu la réactivité. Alors, tout ça mis en place, ça nous amène en fait à un deuxième point qui est la complexité de la chaîne ou la supply chain. Donc, quand vous allez intégrer tous ces partenaires ensemble, alors vous allez faire face malheureusement à un monstre. Donc, ce monstre-là, ça s'appelle le supply chain. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les problématiques liées avec tous les modes de transport. Donc, vous avez actuellement des problèmes d'approvisionnement au niveau de la Chine, surtout pour certains composants, à cause de la COVID et donc à cause des délais de transport. Et même le coût d'un conteneur, juste après COVID, je pense, livrer un conteneur de la Chine vers Tunisie, avant la pandémie, je pense que c'était 4 000 $. Aujourd'hui, livrer un conteneur de la Chine vers Tunis, ça coûte au moins 8 000 $. Donc, ça a été multiplié par 2. Donc, vous voyez, et ça va avoir un impact sur la chaîne logistique. Ce n'est pas seulement le transport par maritime qui a augmenté, tous les transports, vous voyez les coûts de transport aérien, toutes les problématiques d'aéroports qui ont été fermés, les coûts supplémentaires pour gérer la COVID, etc. Donc, encore une fois, ce que je vous dis ici, c'est que vous allez faire face à un monstre qui contient plusieurs partenaires et votre rôle en tant que directeur supply chain, c'est ça normalement, quand vous faites une spécialisation un peu dans le supply chain comme par exemple, à l'ETS, on forme des ingénieurs en opération et logistique. Et donc, souvent, leur poste, c'est directeur supply chain. Plus tard, quand ils vont avoir de l'expérience,
mais leur rôle, c'est vraiment gérer toute la supply chain. Alors, vous voyez que quand je dis monstre, à cause de quoi? Ben, à cause que, c'est la localisation géographique. Tous les partenaires sont délocalisés, donc on parle de la délocalisation. Vous allez avoir des clients un peu partout dans le monde. Vous allez avoir des entrepôts que vous devez livrer. Et donc, le problème, c'est comment résoudre ce problème-là de complexité et essayer de surtout l'optimiser. Parce on peut toujours le gérer sans avoir des outils technologiques. Mais vous allez devenir de plus en plus difficile, mais aussi, je dirais, très difficile d'atteindre ou de valoriser ou de voir quel sera le réseau optimal de votre supply chain. Alors, et c'est là où on entre dans l'aspect technologique, l'aspect digital que les entreprises essaient de mettre en place. Alors, c'est quoi leur objectif? C'est principalement essayer de résoudre ce problème-là de complexité au niveau de la chaîne d'approvisionnement, la chaîne logistique, et surtout augmenter la rapidité au niveau de la prise de décision. Et surtout aussi, on veut que ce soit des décisions fiables et qui sont bien étudiées. Donc, oui, on peut accélérer la décision, mais est-ce que c'est la bonne décision? C'est ça la question. Alors, il y a une enquête qui a été faite depuis 2000 par l'organisme LLC. Alors, c'est un organisme qui a sondé plusieurs entreprises, qui essaie de voir ou de comprendre quelles sont les technologies, ce qu'on appelle disruptive technology, alors les technologies de rupture qui vont être intéressantes pour le futur, au niveau de la supply chain. Et ce qu'il prévoit en 2020, en tout cas, ça a été prévu que les technologies de rupture qui vont être utilisées par les entreprises, ce qu'on appelle ici Advanced Analytics, donc l'analytique de données. Et c'est pas sorcier de voir aujourd'hui que la plupart des entreprises ont investi massivement. Donc, comment traiter ces données-là, comment augmenter la fiabilité des données et comment essayer de prendre des décisions très rapidement. Donc, pas seulement avec des méthodes subjectives, mais en utilisant des modèles mathématiques. C'est pour ça qu'on parle, le métier, je dirais, le plus intéressant aujourd'hui au monde, on appelle le data scientist, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va utiliser ces données-là, qui va essayer de prendre des décisions pour la chaîne d'approvisionnement complet. Alors, pour les années futures, on va voir que l'Internet des objets, donc tout ce qui est vraiment système connecté, et ça, on le voit venir sur le marché avec les robots, avec l'automatisation, avec tous les systèmes connectés. Une autre technologie que les gens peut-être connaissent moins, ou en tout cas voient la valeur un peu de cette technologie-là, ce qu'on appelle l'impression 3D. Alors, vous allez me dire comment l'impression 3D, c'est une technologie importante au niveau de la supply chain. Alors, actuellement, je donne un exemple concret. Actuellement, j'ai un projet avec mon étudiant de doctorat et on regarde c'est quoi l'impact de l'introduction de la technologie d'imprimante 3D sur la réduction de pièces de volume de pièces de rechange dans le secteur aérospatial. Donc, dans le secteur aérospatial, donc, il y a plusieurs moteurs d'avion qui sont en circulation. Malheureusement, ces compagnies-là doivent garder des pièces de rechange pour des moteurs qui ont été développés dans les années 50, 60, 70. Donc, ça va traduire par des milliards de dollars de pièces de rechange. Alors, si on n'a plus besoin d'avoir des pièces de rechange, si on est capable d'imprimer rapidement avec des imprimantes 3D industrielles ces pièces-là, alors le problème n'existe plus parce qu'il suffit juste d'avoir une image 3D de la pièce, de la garder quelque part, et au lieu de la garder physiquement, on va la garder de façon numérique. Et au moment du besoin, il suffit juste de lancer l'impression de la pièce. Et donc, on calcule un peu actuellement avec les estimations préliminaires dans ce projet, on parle de 30% ou de 40% de réduction des coûts d'inventaire au niveau des pièces de rechange. On parle de la robotique, je pense que ça, c'est quelque chose qui est normal. Et donc, ça, c'est vraiment les technologies qui risquent, dans le futur, d'ici 2025, d'être intéressantes pour le supply chain. Alors, maintenant, si on regarde avec ces différentes décisions et avec ces technologies-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, une fois qu'on a ces connaissances-là, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de diagnostic. Et pour le faire, quand vous allez mettre en place une stratégie digitale pour la chaîne d'approvisionnement,
En tant que consultant, ou en tant qu'ingénieur, ou en tant que responsable, la première question que vous allez vous poser, c'est comment niveau? Donc, l'évaluation actuelle. Donc, ce qu'on appelle un modèle qui mesure la maturité technologique un peu de votre supply chain. Et ici, je vous parle d'un petit exemple qui est proposé par McKinsey et compagnie. Mais chaque entreprise peut développer son propre modèle de maturité numérique. Alors, pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? Parce que je trouve vraiment qu'il est complet et il est intéressant. D'ailleurs, c'est le modèle qu'on a suivi pour le projet en question avec l'entreprise partenaire que je vais vous présenter d'ici quelques minutes pour compléter cette présentation aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant de voir dans ce modèle-là de maturité, comme je l'ai montré, c'est que ça vous prend une phase de diagnostic. Et ce diagnostic-là, souvent, il va commencer par quoi? Par regarder les processus de l'entreprise. Mais ces processus-là, comme vous le voyez, ils sont un peu étalés sur le niveau stratégique, tactique et opérationnel. Donc, c'est un peu les trois phases de décision qu'on vient juste de discuter avant. Alors, au niveau des stratégies, on a parlé de la conception de réseaux logistiques. Au niveau du niveau tactique, on a parlé de la planification, que ce soit au niveau de la demande, que ce soit au niveau de la livraison des produits, que ce soit au niveau de l'ordonnancement, et aussi au niveau opérationnel, donc le transport, les activités qu'on retrouve dans l'entrepôt, dans l'aménagement de l'usine, etc. Donc, toutes ces activités-là de flux physique sont très importantes pour évaluer, je dirais, la maturité au niveau de la supply chain. Deuxième niveau d'évaluation, c'est ce qu'on appelle les gens. Alors, souvent, quand on parle de stratégie numérique, on oublie souvent qu'on va finalement dealer avec des gens. Oui, c'est vrai, on vise la numérisation, la digitalisation, mais ça se fait avec des personnes. Et donc, souvent, on oublie de les intégrer au début dans le processus et c'est pour ça que les projets ne démarrent pas facilement. Donc, c'est très important de voir que si on veut réussir un projet de transformation digitale et faire le bon choix de technologie dans la supply chain, c'est très important de prendre en considération les gens. Et vous voyez qu'ici, on parle du niveau de maturité. Donc, c'est souvent à 1, malheureusement, dans la plupart des niveaux de décision. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas encore au rendez-vous. Alors, vous voyez qu'au niveau technologie, c'est là où on a le plus de maturité. Donc, que ce soit au niveau de décisions stratégiques, tactiques, opérationnelles, en tant que responsable ou directeur supply chain, vous avez un choix énorme en termes de technologies qui peuvent vous supporter. Donc, finalement, les stratégies digitales ne manquent pas de technologie. Le plus difficile, c'est de comment se retrouver un peu dans ces technologies-là et pouvoir les intégrer. Alors, une fois qu'on a mis en place ces technologies, c'est là où ça vient l'étape la plus importante. Ces technologies-là, souvent, ils vont générer beaucoup de données. Alors, ces technologies-là vont nous aider à générer donc des données. Ces données-là, on va les utiliser pour prendre des décisions. Et bien sûr, ces décisions-là peuvent être à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau stratégique, au niveau tactique et au niveau opérationnel. Alors, ce modèle-là d'évaluation, c'est un modèle qui est proposé par McKinsey et que je trouve qui est très intéressant pour évaluer une stratégie digitale pour la supply chain. Alors, une fois que vous avez mis en place tous ces ingrédients-là au niveau de la supply chain, la prochaine étape, c'est comment prendre des décisions. Et pour illustrer un peu ça, j'ai pris l'exemple de niveau stratégique pour illustrer concrètement l'impact ou comment gérer, par exemple, une fusion de plusieurs entreprises. Donc, vous avez une entreprise A, une entreprise D. Alors, l'entreprise A achète l'entreprise B, donc on parle d'une fusion d'entreprises. Et suite à cette fusion-là, l'objectif, c'est de créer des synergies entre ces entreprises-là. Et là, c'est là où la technologie peut vous aider un peu pour mettre en place un réseau optimisé. Alors, dans un projet actuellement que je fais avec une entreprise dans le secteur pétrolier comme conseiller aux Émirats arabes unis, alors, ces deux entreprises-là, dans le secteur pétrolier, ils ont fusionné ensemble. Puis l'objectif, c'est de trouver comment, après cette fusion-là, on arrive à réduire le coût de baril de pétrole à moitié ou peut-être à 50%. Donc, c'est sûr qu'il y a une transformation au niveau de la chaîne logistique.
Et donc, on développe des modèles de simulation pour tester un peu quelles seront les meilleures décisions à prendre. Alors, tout ça, ça vous amène vers une première technologie qui est très connue aujourd'hui, donc la technologie d'optimisation. Si vous vous rappelez, au début de la présentation, quand j'ai présenté le cas de Amazon, on a parlé d'optimisation de supply chain. Ben, réellement, c'est quoi? C'est que vous allez partir d'une représentation un peu physique de votre chaîne logistique, de votre supply chain. Alors, vous essayez de développer un modèle numérique, donc avec des hypothèses. Ces hypothèses-là, vous allez essayer de capter l'ensemble des contraintes du modèle avec un modèle mathématique. Ces modèles mathématiques, c'est ça qui va vous aider à prendre des décisions. Souvent, malheureusement, cette optimisation-là se traduit par des modèles d'optimisation assez complexes et c'est là où on va avoir besoin d'outils comme de la recherche opérationnelle ou de l'intelligence artificielle pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Une fois qu'on a pris les bonnes décisions ou analysé les décisions, on va implémenter les décisions et on va essayer de regarder la performance. Alors, cette technologie-là, on est au cœur de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. On est au cœur de la supply chain 4.0 parce qu'on développe ce qu'on appelle le digital twin. Donc, le jumeau numérique. On a le modèle physique, mais on a exactement le même, un jumeau numérique de la chaîne d'approvisionnement ici. Et donc, on essaie de capter toute l'information nécessaire pour pouvoir simuler correctement les décisions qu'on va prendre. Et on veut surtout éviter qu'il y ait des erreurs au moment de la prise. Alors, bien sûr, pour arriver là, comme je l'ai mentionné, on a besoin de beaucoup de données. Et ce qu'on voit historiquement, on était beaucoup plus dans le descriptif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on regarde les données. Une fois que l'événement s'est passé, on essaie d'analyser, puis on essaie de prendre des décisions. Malheureusement, avec une approche descriptive, c'est qu'au moment où vous êtes en train de prendre des décisions, c'est qu'il y a des nouveaux données qui arrivent dans le système et des nouvelles réalités. Donc, finalement, les décisions que vous êtes en train de prendre basées sur des données historiques ne seront plus valides au moment où la prise de décision. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette analyse-là, basée sur des tableaux de bord, je dirais, qui sont basés sur des données historiques, ce n'est plus d'actualité. Alors, il faut avoir des modèles prédictifs et je dirais même des modèles prescriptifs. Alors, ces modèles-là prescriptifs, ils vont utiliser toutes les données historiques, mais on ne va pas utiliser ces données historiques pour prendre des décisions. On va essayer de développer des méthodes de prédiction. Donc, c'est là où l'avantage d'avoir des méthodes basées sur l'intelligence artificielle, parce qu'on va essayer de prédire les décisions ou prédire qu'est-ce qui arrive dans le futur au niveau des données et utiliser ces données-là pour prendre des décisions. Donc, on ne va pas baser les décisions sur les données historiques, mais on va baser sur les décisions sur des données prédictives. Et là, l'importance d'avoir des modèles prédictifs qui sont assez corrects, et c'est la preuve qui est faite avec l'intelligence d'affaires. Au niveau des applications, il y a une revue très intéressante en 2018 qui essaie de voir ces aspects-là. Et donc, les applications, comme vous le voyez, c'est vraiment partout, que ce soit au niveau de la logistique, le transport, le procurement, tout ce qui est gestion de la demande et même au niveau de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce qu'on appelle le Big Data Analytics ou les sciences de données sont de plus en plus importantes pour la chaîne, pour la supply chain, parce que ça permet d'améliorer la décision et surtout accélérer la décision, accélérer la prise de décision. Alors, pourquoi on utilise ça au niveau du supply chain? Parce que c'est quelque part, ça a montré ses preuves. Si je vous pose la question aujourd'hui, pourquoi les services de Google sont gratuits? Parce qu'ils essayent d'utiliser ces données-là pour essayer d'inciter le maximum de monde à aller sur ces systèmes-là gratuitement, profiter des services, mais en même temps, pour Google ou pour Facebook, c'est des outils de collecte de données. Et par derrière, il y a plein d'algorithmes d'intelligence artificielle qui vont vendre ça, qui vont capitaliser ça sous forme de publicité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Facebook, elle est l'entreprise la plus capitalisée au niveau de la bourse avec plus de 2000 milliards. Bien sûr, comme j'ai mentionné, le point de départ, c'est que vous avez des données que vous allez convertir en information et que vous allez convertir à la fin au niveau des connaissances ou d'intelligence. Et c'est ça qui est important au niveau de la supply chain dans le futur. Donc, quand on parle de stratégie digitale de supply chain,
c'est quoi exactement? Ben, c'est comment collecter les bonnes données, comment équiper la chaîne d'approvisionnement avec les bons systèmes technologiques pour essayer de capturer le maximum de données qui vont être transformées et qui vont être utilisées pour prendre des décisions intéressantes et qui vont générer de la valeur pour l'ensemble des partenaires. Sans rentrer un peu dans les aspects techniques, mais ça vous prend finalement des compétences en termes de système d'information et c'est là, surtout quand on est ingénieur en génie industriel, je dirais c'est ça qu'on vise comme formation, c'est de former des gens qui vont avoir plusieurs compétences pour pouvoir se retrouver un peu dans ce monstre-là. On va avoir des données, on va avoir des systèmes, on va avoir des technologies. Puis l'objectif, c'est d'intégrer le tout pour atteindre cet objectif-là. Alors, avant de vous présenter, je dirais, le dernier projet là, que je vais illustrer comment on a utilisé ces approches-là pour illustrer, comme j'ai dit, ces aspects-là. Donc, il y a les 4 piliers finalement d'une stratégie numérique au niveau de l'entreprise. Vous avez les données, vous avez ce qu'on appelle le modèle opérationnel d'entreprise. Les gens, il ne faut pas oublier, c'est les gens-là qui vont faire partie de cette transformation digitale de la supply chain, et enfin, les systèmes et les technologies. Nadia, est-ce que je peux avoir encore 5 minutes pour finaliser la présentation? Parce que je pense bien sûr. Commencer un peu. Oui, bien sûr, monsieur. Donc, pour illustrer un peu, parce que je ne veux pas que ça reste très théorique, là. Donc, on a vu pas mal de concepts, on a vu pas mal de systèmes ou de concepts, mais comment les utiliser sur le terrain? C'est ça que je vais essayer de vous parler dans les prochaines 5 minutes. Alors, il s'agit d'un projet que j'ai réalisé très récemment en partenariat avec une entreprise dans le secteur du recyclage des métaux. Et l'intitulé du projet, ça s'appelle Logistics Optimization. Alors, concrètement, c'est quoi? La compagnie American Iron and Metal, donc c'est une entreprise, on parle de, je dirais, c'est la plus grande entreprise en Amérique du Nord qui fait tout ce qui est recyclage de métaux. Donc, tout ce qui est métaux, ça passe par là, que ce soit au Canada, aux États-Unis. Donc, ils ont plusieurs centres de recyclage partout au Canada et aux États-Unis. Puis ils essaient de collecter tous ces métaux-là pour essayer de les recycler et bien sûr les valoriser et les vendre sur le marché international. Donc, vous voyez que quand même, c'est une activité qui paraît à la base juste de gestion des déchets, mais je peux vous dire que ça fait partie des entreprises les plus capitalisées aussi boursièrement au niveau de l'Amérique du Nord. Alors, en passant, c'est marrant parce que le partenaire de ce projet-là, c'est un ingénieur génie industriel aussi, qui a fait l'élite dans les années 2000 aussi. Donc, c'est un de nos collègues. Alors, quand on a commencé le projet, donc le projet, c'était principalement, je vous explique un peu le contexte, on a des fournisseurs, donc ces fournisseurs-là qui vont générer des déchets. Donc, ça peut être des usines automobiles, ça peut être des usines de métal, qui vont générer des déchets. Et l'entreprise, c'est-à-dire American Iron and Metal, doit assurer la collecte de tous ces déchets-là pour, par la suite, les livrer aux clients. Alors, on est vraiment en présence d'une chaîne d'approvisionnement, d'une supply chain. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs partenaires dans ce réseau-là. On a le client, on a des fournisseurs, puis on a une compagnie qui s'appelle AEM, puis on a des prestataires logistiques, donc les transporteurs. Puis il y a beaucoup d'autres partenaires que je n'ai pas intégrés ici, mais c'est vraiment la définition même d'une chaîne logistique, d'une supply chain. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a une complexité un peu, malgré qu'on parle du recyclage, il y a quand même une certaine complexité avec ce processus-là, parce que les conteneurs, il faut aller les déplacer, ces conteneurs-là, chez les fournisseurs. Puis quand ces conteneurs-là sont remplis, il faut les déplacer. Le problème, c'est que ces conteneurs-là, c'est des déchets. Donc, on ne connaît pas quand est-ce que ces déchets-là vont être remplis. Et le problème, c'est que si les conteneurs sont très remplis, ça peut bloquer l'usine d'assemblage. Et ça peut se traduire par des pénalités assez importantes pour la compagnie EM parce qu'ils ne sont pas venus chercher le conteneur plein. Donc,
il y a un processus de planification qui paraît assez simple, mais derrière, il y a une certaine complexité. Le premier diagnostic aussi qu'on a fait, c'est qu'ils ont des systèmes informatiques qui sont très obsolètes. On parle de systèmes qui ont été développés dans les années 80 et donc qui ne sont pas adaptés vraiment aux nouvelles technologies de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors, quand on a commencé le mandat du projet, on a défini une méthodologie de travail parce que tout de suite, l'objectif, c'était quelles sont les technologies qu'on pourrait utiliser pour supporter l'entreprise dans cette transformation digitale. Donc, on veut mettre des technologies. Alors, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de commencer à regarder les technologies au début. Les technologies, on va les voir à la fin. Alors, au début, il faut qu'on comprenne un peu c'est quoi le processus qu'on veut gérer et c'est quoi la transformation qu'on veut faire au niveau du processus. Et c'est enfin qu'on va regarder les technologies. Alors, on a établi cette méthodologie-là. Bien sûr, on a regardé le scope du projet et on s'est rendu compte qu'on n'est pas dans le stratégique, donc on est beaucoup plus dans la planification et dans l'opération, donc c'est un mélange des deux. Donc ça, c'est très important. On a commencé par établir un diagnostic au niveau de la maturité de l'entreprise sur le plan processus, sur le plan humain, sur le plan software, sur le plan analytique de données. Donc on a trouvé quand même qu'elle a un niveau de maturité assez intéressant au niveau de tout ce qui est analytique. Donc ils développent des tableaux de bord, ils ont des bons systèmes de gestion de bases de données. On a établi aussi qu'au niveau software, c'est vraiment au bas de l'échelle parce qu'il n'y a pas des softwares qui sont vraiment intéressants et qui permettent de supporter l'entreprise dans les opérations. On a aussi remarqué que la majorité des personnes qui gèrent le processus de planification, c'est des transporteurs qui ont évolué un peu dans l'échelon. Et c'est quelqu'un qui transportait les déchets avec les années, il a devenu expert. Et maintenant, c'est lui qui gère un peu la planification. Donc, vous voyez que cette industrie-là, quand même, il y a une transformation humaine à faire avant de... C'est-à-dire, tu peux ramener toutes les technologies que tu veux au niveau de l'entreprise, mais si les gens ne sont pas capables de s'approprier ces technologies-là, ou ils ne sont pas formés avec ces technologies-là, ça ne sert à rien de les amener. Alors, ce qu'on a regardé, donc, rapidement, on a regardé les processus. C'est quoi les processus actuels du système? On a identifié tous les processus au niveau du transport et au niveau de la planification. On a évalué ces processus, quelles sont les contraintes. Et bien sûr, la prochaine étape au niveau de ce projet-là était de concevoir le nouveau système de transport, le nouveau processus avec les nouvelles technologies qu'on veut mettre en place. Alors, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un business process map. Donc, pour ceux qui peut-être ont déjà une connaissance un peu sur le domaine, on a utilisé le processus, la modélisation basée sur les processus d'affaires, puis on a utilisé le langage BPMN. Pourquoi on a utilisé le langage BPMN? Parce que c'est un langage qui permet de capter les aspects technologiques, donc tout ce qui est connexion, tout ce qui est technologie numérique. Donc, ça permet de les gérer facilement. Donc, on a évalué le processus actuel et on a essayé de simplifier au maximum pour le rendre un peu plus compréhensif. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez des fournisseurs, vous avez des clients, vous avez des vendeurs qui vendent les produits recyclés. Donc, souvent, il y a le client ou le fournisseur qui va initialiser un request, une demande. Alors, le dispatcher va regarder cette demande-là, puis il va l'assigner dans un logiciel. Puis par la suite, on va planifier la collecte de ces déchets-là. Le processus de planification des routes, il est complètement manuel, donc il n'y a aucune optimisation qui est faite actuellement. C'est là où on rentre un peu dans l'étape d'analyse du processus. Alors, quand on a analysé le processus, on a regardé les tâches, et donc vous voyez que plus de 57%, donc des tâches sont faites manuellement, 9% avec de l'automatisation, 22% avec quelques logiciels, et vous allez voir que 13%, c'est fait par courriel. Alors, ça, c'est, je dirais, la première étape que vous devez faire, c'est comprendre les défaillances de votre processus. Donc, on ne peut pas parler de stratégie du digital sans qu'on est capable de comprendre les anomalies. Et c'est là où commence l'étape de transformation digitale. Donc, si on veut, par exemple, passer à un processus où 75% ou même 80% que ce soit fait de façon automatisée, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les technologies que je dois ramener? Alors, c'est pour ça qu'on doit bâtir ce qu'on appelle une technologie roadmap.
Donc, c'est un roadmap technologique qu'on a mis en place avec l'entreprise. Alors, ce roadmap technologique, ça s'impose une vision. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Donc, vous vous rappelez les performances. Alors, ces performances-là, ce sont eux qui vont guider votre roadmap technologique et votre vision. Par exemple, ici, on a établi 3 critères, 3 KPI importants. On veut améliorer la communication entre les services. On veut accroître la prise de décision, la rapidité de la prise de décision. Et on veut améliorer les conditions de travail au niveau des transporteurs parce que c'est tellement mal organisé. Donc, vous voyez, donc ça, c'est votre vision. C'est quoi que vous allez utiliser pour améliorer ou pour mesurer la performance. Par la suite, comme j'ai mentionné ici, vous avez des processus. Et là, c'est là où vous allez commencer à réfléchir un peu au niveau des technologies. Qu'est-ce que j'ai besoin pour supporter un peu l'entreprise ou la chaîne logistique ici, dans ce cas-là, pour atteindre cet objectif-là. Donc, on a identifié qu'on a besoin de mettre en place un TMS, qu'on appelle un logiciel de Transportation Management System. Donc, c'est un système de transport. Et aussi, un portail web avec les clients pour faciliter la communication entre les fournisseurs et les clients et les entreprises. Mais pour pouvoir faire ça, on a besoin aussi de mettre en place des technologies d'entreposage de données. On a besoin aussi d'avoir des tablettes pour les transporteurs pour faciliter la traçabilité au niveau du transport des produits. Et on a besoin d'avoir une infrastructure technologique et informatique. Ce qui est ici aussi intéressant à mettre en place, et ça, c'était vraiment la découverte, on a mis l'idée de mettre en place des caméras de surveillance au niveau des conteneurs. Alors, ces conteneurs, ces caméras de surveillance vont surveiller le remplissage des conteneurs avec les déchets. Et donc, à partir de modèles d'intelligence artificielle, donc à partir de plusieurs images, on va être capable de calculer le volume de déchets. Donc, si le volume s'approche, on va dire, du volume maximal, c'est là où on va déclencher un processus d'aller chercher le conteneur et l'intégrer dans l'optimisation des routes qui est en train d'être développée. Donc, l'optimisation des routes, c'est aussi un module qu'on doit développer, qu'on est actuellement en train de développer pour l'entreprise pour générer de façon automatisée le planning ou le routage des véhicules. Et c'est avec ça qu'on va transformer l'entreprise vers un processus, un nouveau processus. Et ce processus-là, si on essaie d'évaluer le processus après implantation des technologies numériques qu'on vient de voir, donc vous voyez qu'avec le TMS, donc 43% des activités vont être gérées par le TMS. Vous allez avoir 43% qui étaient faites manuellement et aussi avec les emails. Ça va être fait automatiquement avec le web portal. Il reste un 13% qui va continuer à être fait manuellement. Et donc, ça nous permet d'atteindre notre objectif au niveau de l'automatisation et donc de réduire la vitesse, de réduire un peu les erreurs surtout, et surtout comment augmenter la prise de décision et la rendre facilement gérable. C'est sûr qu'on a fait ça justement dans la présentation. J'ai présenté seulement le processus de collecte, mais on l'a fait vraiment au niveau de l'entreprise au complet pour arriver avec une stratégie globale de digitalisation de l'entreprise. Et là, actuellement, on a plusieurs projets avec plusieurs étudiants qui travaillent sur plusieurs aspects. Il y en a qui travaillent sur le web portal, il y en a qui travaillent sur tout ce qui est optimisation des routes, il y a qui travaillent sur tout ce qui est intelligence artificielle et comment rendre l'algorithme un peu plus sophistiqué au niveau de l'estimation, au niveau de la prédiction du volume de déchets à aller collecter. Alors, pour conclure, pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous parler dans le cadre du génie industriel de Supply Chain 4.0, de cette stratégie digitale. Moi, je suis convaincu que l'ingénieur génie industriel, il va avoir une grande place à jouer. Et ce n'est pas moi qui le dis. Donc, vous voyez ici, Ford Analytics, très récemment, il a mis en place un département complet, global au niveau Ford, pour essayer de voir comment l'ingénieur génie industriel peut intégrer la supply chain pour la rendre un peu plus digitale. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs aspects. Ça prend la compréhension de la supply chain, qui est un cours, je dirais, important au niveau de l'ingénie industriel. Ça prend une connaissance au niveau des technologies. Ça, c'est avec l'expérience, je pense, avec la lecture. N'hésitez pas à aller voir, lire beaucoup sur les technologies, malgré que ce n'est pas le cœur de votre formation. Le body of knowledge, donc, de tout ce qui est génie industriel, c'est ça qui va vous aider à mettre en place des systèmes intégrés, parce que l'intégration de systèmes dans une stratégie digitale de supply chain 4.0,
c'est la clé de la réussite. Si vous êtes capable d'intégrer le système, de pouvoir prendre des décisions rapidement, c'est ça qui va rendre la chaîne logistique. Et peut-être, pourquoi pas, vous allez devenir le prochain millionnaire ou l'homme le plus riche ou la femme le plus riche au monde en utilisant ces concepts. Alors, je vous remercie pour votre attention et je serai prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. Amin, pour cette excellente intervention. Donc, il y avait des questions, M. Amin, dans les commentaires, dans la conversation. Oui. Donc, la première question posée, c'était par Mme Rajé et Mme Dorra. Comment optimiser et réduire la complexité d'une chaîne logistique? Bonne question. Souvent, je dirais, pour ça, je pense que on ne peut pas réduire la complexité. Par contre, parce que la chaîne logistique va être complexe de toutes les façons, puis ça va être très, très difficile de réduire cette complexité. Je vous dirais que une façon de le faire, c'est d'aller étape à la fois. Souvent, ce qu'on s'est rendu compte, souvent avec les entreprises, surtout dans les projets de conseil qu'on fait, c'est que souvent, on veut tout faire à la fois. D'accord? Alors, si on veut tout faire à la fois, on va être bloqué. Alors, le conseil que je préconise, et même dans ce petit projet-là qu'on vient juste de faire dans le secteur de recyclage, on est allé, au début, là, ils voulaient traiter tout là en même temps. Donc là, on s'est dit, ça va être impossible. On va commencer par un projet pilote, puis on va regarder un sous-système de la chaîne logistique, puis on va essayer de, par la suite, comprendre avec ce projet-là. Et là, on peut ajouter des blocs par la suite. C'est sûr que dans cette approche-là, on vient de décomposer le système en sous-système. Donc, on ne va pas atteindre la performance globale dès le début. Mais je dirais que c'est la meilleure façon pour réduire la complexité du projet et aller étape par étape. Parce que malheureusement, l'entreprise, elle ne peut pas engager toutes les ressources pour ce projet-là, pour gérer la complexité dès le début. Donc, pour essayer d'éviter d'arriver à ce sentiment-là que ça va être un projet très complexe, on va aller étape par étape et ça va, je pense, c'est la meilleure stratégie à faire. D'accord. Merci, M. Amin. Donc, il y avait une autre question. Est-ce que le supply chain serait le plus adéquat à la gestion du marché du transport? Oui, parce que pour moi, le transport, c'est des partenaires. Hein. Les transporteurs, ils doivent faire partie de la chaîne d'approvisionnement. Donc, si on parle de supply chain automatiquement, et je pense, si je reviens un peu à ma présentation, au début, là, quand j'ai parlé surtout quand j'ai parlé de prestataires logistiques ici, donc le transporteur, ça joue un rôle très important dans la chaîne d'approvisionnement. Et d'ailleurs, si vous regardez avec Amazon, je dirais aujourd'hui, la clé de la réussite, c'est qu'elle a développé beaucoup de partenaires. D'ailleurs, on peut le voir ici, hein, dans le modèle d'affaires d'Amazon. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on voit l'écran, oui. Oui. Alors, si vous voyez ici, les key partners, donc c'est les vendeurs et la logistique. Quand je dis logistique ici, c'est quoi? C'est les transporteurs. Donc, effectivement, les transporteurs sont un partenaire important de la supply chain et il faut travailler énormément avec les transporteurs. D'accord. Donc, une autre question. Quels sont les bons outils préconisés à un responsable supply chain management pour lui aider à prendre les bonnes décisions? Donc, comment aider un responsable supply chain pour prendre les bonnes décisions? Alors, le jour où le directeur supply chain va avoir... Alors, je pense que je peux le résumer ici avec cette slide. Le jour où le directeur supply chain va avoir toutes les données nécessaires pour avoir une image de ce qui s'est passé, avoir ou être capable de prédire ce qui va se passer,
puis avoir des modèles d'optimisation pour prendre des décisions avec le moindre d'erreur pour les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années. C'est là où le directeur ou le supply chain va être vraiment dans une position confortable pour gérer ça. Je pense que le complément les outils, c'est ça. Ça va prendre énormément d'outils pour l'entreprise. Et encore une fois, c'est une chose à la fois, une pierre à la fois. On ne peut pas tout mettre en place. La première étape, c'est avoir l'infrastructure de collecte de données. Par la suite, il faut avoir des modèles de prédiction. Puis enfin, la dernière étape, c'est combiner les modèles de prédiction avec des modèles d'optimisation. C'est un peu la tendance aujourd'hui, je dirais. D'accord. En fait, M. Amin, j'avais moi-même une petite question concernant la digitalisation des chaînes logistiques. Vous avez parlé de l'évaluation de la maturité d'une chaîne. En fait, comment se fait cette évaluation, M. Amin? Comment on peut évaluer la maturité d'une chaîne? Est-ce qu'il y a des critères qu'on va auditer, qu'on va suivre pour calculer cet indicateur ou quoi? Comme je l'ai mentionné, en tout cas, il y a je dirais au niveau de la maturité technologique, il y a des modèles existants. Là, on peut revenir sur plusieurs modèles qui ont été développés par plusieurs entreprises de conseil. Aujourd'hui aussi, on trouve plusieurs modèles qui mesurent le niveau de maturité de l'industrie 4.0, donc en termes d'industrie 4.0. Au niveau de supply chain 4.0, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas encore un standard de maturité. D'accord? En tout cas, ce que je veux présenter aujourd'hui, je peux partager avec vous le document. C'est un document d'une dizaine de pages par McKinsey qui décrit un peu le niveau, donc comment évaluer la maturité. Alors, si vous voyez ici ce modèle-là de maturité, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les processus. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? On va regarder, est-ce qu'il y a des processus qui sont bien documentés dans la chaîne, par rapport à la chaîne d'approvisionnement? D'accord? Et on peut donner un niveau de maturité qui est assez élevé. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la partie planification, par exemple, des ventes et des opérations, donc ça, c'est tout ce qui est ERP. Hein. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de maturité. D'accord? Par contre, si je regarde au niveau du scheduling, donc il y a moins de maturité au niveau du scheduling. Et c'est comme ça qu'on va essayer de voir la maturité au niveau de la supply chain. Donc, est-ce qu'on a des activités, on a un département qui s'attarde sur la conception de réseaux logistiques? Si oui, quel est le niveau de maturité au niveau process? Au niveau, est-ce qu'on a des ressources qui sont capables de concevoir des réseaux logistiques? Oui ou non? Donc ça, on peut évaluer la maturité. Est-ce qu'on a des logiciels qui peuvent le faire? D'accord? Est-ce qu'on utilise des données pour le faire, pour concevoir le réseau logistique? Et ainsi de suite. Donc ça, j'ai pris un exemple pour illustrer un peu ça. Et ça s'applique vraiment pour l'ensemble de ces activités-là. D'accord. Ok, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, pas d'autres questions, M. Amin. Excellent. Merci beaucoup pour tous les présents. Et, merci à vous. Merci pour cette excellente intervention et pour cette présentation et pour toutes vos réponses pertinentes qui sont très enrichissantes pour nous. Et on espère vous voir dans d'autres webinaires. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci à vous, merci M. Amin. Merci à vous et merci à tous les participants. Merci pour votre présence.